Salut à toutes, salut à tous, salut Sandra, de Salut. retour. Ouais, de retour, presque en pleine forme, mais je vais un peu parler comme ça, en fait. Ça va mieux? Ça va mieux. Bon. Mais contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir dire que je suis quelqu'un de très négatif. C'est assez rare, mais là, en ce moment, on est tous hyper heureux quand on l'est à nouveau. On a pas mal de sujets dont on voulait parler aujourd'hui. On a surtout une super boomeuse hyper badass qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Donc ça nous fait super plaisir. Et Ça c'est clair, moi je suis fan, impressionné. Il y a encore plus de stress pour cette deuxième émission pour moi qu'à la première parce que là on a monté d'un cran en termes de niveau d'invité. Déjà la semaine dernière on a raté Noël parce qu'on n'était pas là, on avait vraiment le seum la semaine dernière. Donc on se rattrape cette semaine avec... en plus, Noël le 24, ça nous plaisait tellement, mais bon, tant pis. Il y a Joanne qui remarque que tu as une très belle veste Merci. verte, et je Mais pense comme qu'il a raison. c'est en lien avec un des thèmes de ce soir, puisqu'on parlera des habits, des vêtements, puisque vous avez suivi, Yannick Jadot a mis une cravate hier soir sur TF1 et ça a fait grand bruit. C'est un peu l'événement de la semaine, ouais. En plus sérieux, parmi les trucs qui nous ont un peu marqué cette semaine, il y a une enquête de Greenpeace sur les lobbies de la viande. Alors, les lobbies, c'est sûr que les écolos, on a un peu l'habitude de taper contre. On était bien seuls à une époque, et puis maintenant, ça va un peu mieux. Mais là, en l'occurrence, Greenpeace fait un focus sur comment ça se passe. En gros, quels sont tous les outils. Donc, c'est un super bel outil pédagogique. C'est pas le premier, mais c'est celui qui sort cette semaine. Ouais, et le combat contre les lobbies, il est au cœur du projet qu'on a présenté samedi dernier à Lyon avec Yannick. C'est lui qui l'a évidemment présenté. Et on en parlera tout à l'heure, quelques militantes et militants élus écologistes qui ont une longue expérience de combat contre les lobbies. Moi, je pense à ma camarade du Nord, Karima Delli, au Parlement européen, avec la question du Dieselgate, ouais. Etc. Donc on voit bien là que c'est un des sujets qui doit être au cœur de cette élection présidentielle. Évidemment, il y aura le sujet de la cravate de Yannick, qui est très important, mais aussi la question de son intransigeance vis-à-vis des lobbies, et là aussi le combat de toute une vie. Est-ce que on peut mettre juste mon écran à l'écran pour qu'on voit un petit peu l'enquête dont on parle? Ça va durer 2 secondes, hein, mais au moins on est tous raccord dessus. Donc voilà, ça s'appelle « Comment les lobbies de la viande nous manipulent ». Ça passe à la fois sur quels sont les réseaux pour que vous arriviez à les localiser. Je vous montre juste la synthèse. Mais ça s'intéresse beaucoup à leurs techniques de communication. Vous allez voir, vous les connaissez par cœur, c'est-à-dire retourner les mots pour les reprendre à son avantage, etc. etc. Et ça s'intéresse aussi beaucoup à comment est-ce qu'on s'attaque notamment aux enfants pour en faire des cibles particulières. Et ça, c'est assez précieux parce qu'en plus, Greenpeace nous fait un petit focus sur comment est-ce qu'on développe des outils pour lutter contre tout ça. Merci beaucoup pour le visuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces techniques de lobby, elles sont valables pour la viande, mais elles sont valables pour tout le reste. C'est d'une part réécrire l'histoire scientifique. C'est-à-dire, il peut y avoir besoin ou pas de viande, c'est pas trop la question. C'est faire dire aux scientifiques qu'en fait, la viande, c'est essentiel. C'est faire croire aux enfants dès la petite école, en amenant des gens qui vont aller expliquer aux petits que s'ils n'ont pas de repas, c'est pas bien, avec un ancrage pseudo-scientifique, qu'ils développent leur truc. Et puis c'est aussi en disant que c'est toujours mieux, c'est toujours être plus libre si on a le droit de manger de la viande, pour dire, à contrario, que les écolos seraient des empêcheurs de vivre dignement et librement. C'était d'ailleurs le sujet de l'IB de dimanche, si je ne dis pas de bêtises, que de dire est-ce qu'on peut être de gauche et écolo et être joyeux en même temps. Ça me rappelle quelques prises de position de certains candidats à l'élection présidentielle qu'on ne citera pas. Ouais, tu vois où je veux en venir, d'essayer d'expliquer qu'en fait les écolos empêcheraient de vivre librement parce qu'on ne pourrait pas manger de viande. Oui, alors que ceux qui combattent la malbouffe, qui défendent une alimentation bio dans toutes les cantines, notamment pour les enfants, mais aussi pour nos élèves dans les EHPAD, ce sont les écologistes. Et celles et ceux qui le mettent en place dans les communes dont ils ont la charge, ce sont les écologistes là aussi. Puis il y a un autre truc aussi avec les lobbies qui est quand même très fréquent, c'est le matraquage. C'est l'idée, parce qu'on répète 15 fois, 100 fois un mensonge, ça deviendrait une vérité. On a ces images, je crois, de parlementaires qui avaient révélé il y a quelques années le nombre de quantités de produits qu'ils recevaient de la part d'un certain nombre de lobbies, notamment de l'agroalimentaire,
comme espèce de cadeau pour finalement leur matraquer dans la tête l'idée qu'ils étaient le camp du bien et qu'ils étaient là pour le bonheur des uns et des autres. Donc on voit bien, c'est toujours les mêmes méthodes. Il y a ceux qui y sont sensibles, il y a ceux qui y cèdent. On a vu à chaque fois qu'Emmanuel Macron il a eu à choisir entre les lobbies et l'intérêt général, la santé, notamment la santé des plus pauvres, il a choisi les lobbies. On pourrait parler de la chasse, par exemple, qui est aussi un de nos thèmes de campagne, le lobby des chasseurs. Il a table ouverte à l'Élysée, il décide des politiques qui sont menées par le président de la République. On voit bien que là aussi, il y a besoin de changer et d'avoir aux responsabilités des gens d'une certaine intransigeance. Et là aussi, ça reviendra avec la discussion de tout à l'heure. Et c'est pour ça que Yannick parlait lors du Forum des possibles de... c'était quand ? C'était samedi dernier. De la loi de séparation de l'État et des lobbies. C'est comme ça qu'on arrivera à commencer à instaurer un petit peu plus de transparence. Et c'est un levier d'action majeur qui va encore plus loin que ce que demandent les associations, puisque ça permet à tous les niveaux d'empêcher que les lobbies aillent un petit peu partout. Ça empêche d'avoir ces gens qui font de la désinformation. Ça empêche d'avoir aussi ces infiltration et ces cadeaux dont tu parlais. Effectivement, Emmanuel Macron, il est plus prompt à faire des cadeaux au lobby qu'à relever, par exemple, le salaire des fonctionnaires qui pourtant ont donné pas mal de voix, relever les salaires en général d'ailleurs, qui ont donné pas mal de voix, à commencer par les enseignants la semaine dernière dans la rue. Oui, c'était jeudi dernier. On était d'ailleurs à leur côté, les écologistes, partout en France. Grande mobilisation des fonctionnaires pour, tout simplement pour avoir les moyens d'assurer leur mission. On a vu dans la crise. On a fait des grandes tribunes en 2020, tu te souviens. On a vu plein de choses, des gens la main sur le cœur qui disaient on a compris, le monde d'après ne sera pas comme avant. Il faut privilégier ceux qui créent du lien, ceux qui apportent de la solidarité. C'est eux qui nous font tenir dans la crise. Et puis bon, derrière, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, c'est resté lettre morte. Le quoi qu'il en coûte s'est arrêté au porte-monnaie de ceux qui en avaient le plus besoin. D'ailleurs, la semaine dernière, on n'était pas là, mais il y avait à cet endroit-là le sosie de Jean-Michel Blanquer qu'on a aussi raté, et qui était la grosse star de ces manifestations, qui n'en finit pas d'être la grosse star des manifestations. Alors, vous êtes un peu... d'Allemagne, tu te rends compte, on nous regarde partout en Europe. Là. Mais c'est vrai qu'en même temps, on est la candidature de l'Europe, on en parlera tout à l'heure avec Eva notamment, mais on est la candidature de celles et ceux qui veulent une Europe écologiste et solidaire. Et une autre Europe surtout, parce que là, elle ne penche pas toujours dans le sens du bien commun. Et vous êtes hyper calme sur le chat ce soir. Le lobby des armes de chasse, nous dit Daniel Leclerc. Oui, c'est vrai que c'est intéressant que le lobbyiste en chef en France, qui s'appelle Thierry Coste, en fait, il fait ça en pro bono, c'est-à-dire qu'il aide les chasseurs gratuitement. Mais en fait, lui, son vrai métier, c'est être communicant, puis voilà, mettre en avant des marques. Et en fait, une des principales marques dans son portefeuille d'action, alors il déteste quand je lui dis ça, mais c'est factuel, moi je n'y suis pour rien, c'est Beretta justement. Donc il y a un petit lien, effectivement, entre les lobbies des armes et de la chasse. C'est la grande force indirect, je ne voudrais pas être accusée de diffamation, mais c'est factuel. Et c'est lui qui vend Beretta, entre autres marques d'armes en France. Donc bonne question, Daniel. Mais toujours derrière les grands discours qui parlent de tradition, qui parlent de valeurs, on trouve toujours, quand on gratte un peu, quelques intérêts liés à des activités qui n'ont rien à voir avec l'intérêt et le bonheur pour toutes et tous, et notamment avec l'accès à la nature. Il y a Bill Vore qui dit qu'on se divers, mais qu'on commande des badges et des affiches qui vont finir à la poubelle. Alors, détrompe-toi, parce que moi, j'ai une superbe collection de badges que je ressors très fréquemment. D'ailleurs, on viendra avec nos badges la semaine prochaine. Moi, j'en ai des très drôles qui vous surprendront. On risque de recouvrir à peu près tout ce qu'il y a ici. Juste, on peut préciser que nos tracts sont en papier recyclé. Oui, et avec des encres qui respectent l'environnement, parce qu'en fait, c'est ça un engagement. Et puis, l'avantage, c'est qu'en plus, ça se recycle. Est-ce que vous vouliez qu'on continue un peu là-dessus? Alors, il y en a qui s'énervent sur Willy Schren. Il y a du monde qui est content de te revoir. Et moi aussi, je suis très contente de te revoir. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Bon, là, on va arrêter de faire un peu les bisounours. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels tu voulais qu'on revienne? Moi, je vous ai posé la question. On va prendre peut-être un peu cette habitude aussi, c'est que vous nous fassiez remonter les sujets dont on n'a pas beaucoup parlé à la télé. Voilà, d'ailleurs, on fait des forums des possibles. On vous encourage à y participer pour construire avec nous le projet en matière de démocratie. Donc, n'hésitez pas à participer près de chez vous à des forums des possibles, à des cafés des possibles. Il y en a plusieurs qui sont organisés. Renseignez-vous sur jadot2022.fr. D'ailleurs, il y a un forum des possibles qui est dans un endroit que tu connais bien, qui est Lille, et qui est demain, et qui est en plein air.
Demain, 18h30 à République, à Lille, on vous attend. Il y aura des personnes formidables comme Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Karim Adeli. Ça va être très 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 sympa. Donc 18h30 à Lille, place de la République. Prenez un pull quand même, parce qu'à Lille, à 18h30, il fait pas très chaud, voire deux. Non, je te trouve médisante, Sandra. Il fait toujours très très beau à Lille. Il ne pleut que quand on veut voir de la pluie. Voilà, et on vous y attend. Et c'est à 18h30, je l'ai dit. Yannick sera dans Schnorr. Et alors, il y a 2 trucs. Déjà, il y a un petit faillot qui s'est glissé dans cette salle qui dit dans le chat qu'on est aussi très content de te voir, Benjamin. Oh, c'est gentil. Et deuxième chose, il y a... Avec un cœur en plus. Orland qui dit comment vous financez votre campagne. Et ben, c'est une super question parce qu'en fait, la semaine prochaine, dans Baron Vert, on s'intéressera à la question des finances de campagne. C'est très normé, c'est très surveillé. Et en fait, nous, on est très à cheval sur ces dépenses, ne pas en faire trop, faire juste ce qu'il faut. Donc, vous rencontrerez le responsable administratif et financier de la campagne. Et puis, comme on est quand même le parti d'Eva Joly, on respecte la loi, on fait attention. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont vous vouliez qu'on parle? Benjamin, il y avait d'autres trucs dont tu voulais qu'on parle. Moi, j'ai encore 2-3 sujets, mais on vous écoute. Alors, parlons plus des TPE, PME, artisans. Tu as tout à fait raison. On a un premier troll qui est arrivé. Tac. Ok. Tu veux enchaîner ou Vas-y, tu avais un tweet, je crois, pour nous, Sandra. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a un peu heurté la semaine dernière. Alors, je vais reprendre le tweet qu'avait fait David Corman à ce sujet. Si on peut mettre mon ordi à l'écran, comme ça, vous partagerez ça avec nous. Merci beaucoup. En fait, la semaine dernière, il y a un sondage qui a été fait, je ne sais plus par quel institut de sondage, sur ce que les gens pensent des Juifs avec cette question. Les Juifs ont-ils trop de pouvoir ? Et comme le souligne David Corman, il n'y a rien qui va ni dans cette question, ni dans le sens de cette question. Dans quel monde est-ce qu'on demande si une religion, enfin si des gens qui croient en une religion ont ou pas trop de pouvoir? À quel moment une chaîne met en avant à une heure importante des choses comme ça? À quel moment est-ce qu'on choisit de scinder la société sur des questions comme celle-ci? Et en fait, on a vu monter dans pas mal de manifestations sur ces derniers mois, mais aussi dans des prises de position de l'extrême droite en France, un renouveau de l'antisémitisme, un espèce de pas nouvel antisémitisme justement, mais d'antisémitisme qui s'assume de nouveau, avec des mots d'ordre, avec des quilles, avec tout ça. Et en fait, c'est pas possible de continuer comme ça. Du côté de LV, on a mis en place un groupe de travail pour développer des outils de lutte contre l'antisémitisme, pour faire face à cette réalité. Mais globalement, quand une société commence à glisser comme ça, c'est jamais bon. Ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup choquée cette semaine. Ouais, moi aussi. Puis en plus, il y a un autre sujet, c'est qu'il y a une capacité d'indignation qui semble plus faible, parce que cette question, finalement, qui a été posée, qui est quelque chose d'ultra choquant, qui normalement, dans une démocratie qui va bien, est relevée tout de suite et condamnée tout de suite. Là, finalement, elle est passée presque inaperçue dans l'actualité. Moi, je l'ai découverte avec le tweet de David que tu citais. J'avoue, je passe pas ma journée à regarder BFM TV, mais même, normalement, on aurait dû voir plus, y compris de journalistes qui étaient amenés à présenter la chose, s'indigner, refuser de le traiter. Et voilà. Ça prouve qu'il y a des combats qui ne s'arrêtent jamais, qui ne doivent jamais s'arrêter, et qu'il y a une vigilance aussi citoyenne qui doit compter à chaque instant face à l'antisémitisme, face au racisme, et que c'est aussi le rôle des écologistes d'ailleurs, parce que nous défendons la fraternité, parce que nous défendons les valeurs de la République, d'être cette vigie, cette vigilance-là aussi, face à ce qu'on peut constater dans les médias, sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup, et on a beaucoup d'amis, de camarades écolos qui en font les frais, et des élus aussi, dans des campagnes de harcèlement, dans des propos antisémites. Là, il faut une tolérance zéro, une vraie vigilance. Ça vous fait réagir. Contente que ça vous fasse réagir aussi. Oui, effectivement, c'est extrêmement choquant comme question. On en est où des parrainages? On commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que les vraies signatures arrivent. Jusqu'à présent, on n'était que sur des promesses. On vous fera aussi un petit regard sur les coulisses de comment ça se passe les parrainages avec la personne qui s'en occupe très prochainement. On dit à nos élus, il y a 2 N, Yannick, je précise, parce qu'il faut que les parrainages soient complétés en bonne et due forme. Donc, on voit que tu en as rattrapé quelques-uns.
Tac, tac, tac. Ok. Peut-être qu'on peut enchaîner, vu qu'on est sur des questions importantes et de campagne, sur une autre campagne qui a eu lieu il y a quelques années, et accueillir notre super invitée, qui est Eva Joly. Et je crois qu'on va lancer un petit jingle au passage. Eva Joly. Eva Joly. Sarkozy. Tant pis. C'était chouette parce que ce jingle-là... Pardon, je fais juste un signe. Ce jingle-là, en fait, il rappelait un petit peu des souvenirs de la campagne de 2012, où on avait eu la chance de t'avoir comme candidate. C'était une campagne un peu différente, on en parlait quand t'es arrivée. On n'était pas tout à fait... on n'était déjà que Europe Écologie Les Verts à l'époque. On n'avait pas encore des maires de grandes villes, etc. Non. En tout cas peu. On avait peut-être déjà Grenoble. On n'avait pas toutes ces choses. Même pas, ouais, 2012, même pas encore. On avait Voynet à Montreuil. Voilà, on avait Dominique Voynet à Montreuil et c'était la seule. Donc on était vraiment dans une autre configuration. Et donc on faisait contre mauvaise fortune, littéralement bon cœur, oui. En étant très très inventif. Et donc vous découvrirez ou vous redécouvrirez, pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent, la super campagne des chatons qui luttent contre l'abstention qui date de 2012. En 2012, il y a aussi d'autres choses qui ont marqué ta campagne. C'est que il y a des sujets que tu as amenés sur la table qui ont beaucoup fait couler d'encre, qui t'ont fait prendre beaucoup de coups. Et aujourd'hui, ça paraît presque normal. Moi, je me souviens notamment du défilé du 14 juillet où tu avais osé suggérer qu'on pourrait peut-être mettre à la place des militaires des gens, des citoyens. Pour le mettre en avant. Un défilé citoyen, oui. Quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu. On a eu des soignants, on a eu tout ça. Donc tu vois, tu avais raison avant tout. J'avais souligné que le défilé militaire était assez démodé et qu'il n'y avait que 2 pays au monde qui en avaient. C'était la Corée du Nord et la Russie. Et cela avait fortement déplu, je dois dire. Mais c'est vrai que ma campagne de 2012 est très différente de celle-ci, et notamment par les moyens qu'on y avait consacrés. Nous avions 1,8 million d'euros. Et j'ai envie de faire un petit commentaire là-dessus, car nous savons aujourd'hui que mon compétiteur d'alors, Nicolas Sarkozy, avait dépensé pour cette campagne plus de 40 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois le plafond, et qu'aujourd'hui, il est condamné pour financement illicite de campagne à la peine la plus sévère prévue par la loi, qui est 1 an d'emprisonnement ferme. Il a fait appel, mais les faits sont têtus. C'est sûr que sa campagne, ils ont dépensé 40 et quelques millions d'euros, et nous savons, n'est-ce pas, que le résultat est quand même corrélé aux moyens qu'on met pour cette campagne. Il y a eu finalement tromperie dans la démocratie, en fait, c'est ça que tu nous expliques. La façon dont on finance les campagnes est tout à fait fondamentale. Et la France a une régulation. Nous avons un maximum autorisé qui est de 22 millions. Je pense que Yannick, par exemple, va encore être très loin de ce maximum. Et nous limitons les contributions pour la campagne, pour les partis. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous voyons dans les pays où il n'y a pas de limitation, comme en Allemagne, par exemple, on voit que ça favorise beaucoup les lobbyistes. Comme aux États-Unis, par exemple. Mais évidemment, acheter les candidats. Alors, je voudrais parler de ça, justement, de l'importance des lobbyistes, parce qu'on ignore que l'aggravation du climat est due aux lobbyistes, est due au fait que, dans les années 70, les industriels américains ont compris que la science allait leur être défavorable, la science universitaire. Et ils ont décidé de faire une science alternative. Ils ont décidé de créer le doute. Et c'est l'objet d'un fameux memento qu'on appelle le memento Powells qui exprime cela. Et ils ont
créer un financement industriel pour obtenir des scientifiques, entre guillemets, qu'ils créent le doute. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le doute pendant 50 ans sur la réalité du réchauffement climatique. Et de temps en temps, j'aime bien penser que si on avait su, si on avait réagi à cela, on aurait eu un monde très différent aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui ont réagi quand même. Juste, ils n'étaient pas en capacité d'être entendus par la population parce que c'est la force de ce qu'on définit comme lobby. Lobby, c'est pas l'association ou les lanceurs d'alerte ou lanceuses d'alerte. C'est vraiment des collectifs qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour défendre leurs intérêts financiers, en l'occurrence, comme tu définis, pour agir de la sorte. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu sur la viande. L'importance de lutter contre le lobby, le fait que ça soit transparent. Je veux dire, nous avons cet exemple horrible et cela était vrai aussi pour le tabac, comme c'est vrai aujourd'hui pour la viande. Donc, je suis très contente que dans le programme de Yannick, il y a vraiment un chapitre sur la lutte contre le lobbyiste, qui sont les ennemis de la démocratie. Alors, on nous dit qu'on ne t'entend pas assez bien, donc je vais rapprocher le micro. Ah oui. Pardon. Vous allez nous dire si on entend mieux déjà. Les gens sont très contents de te retrouver. Bravo Eva pour votre engagement. Voilà. Une si grande dame, j'ai voté pour elle en 2012, etc. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça fait plaisir à entendre. Merci. Ça, c'est déjà chouette. En fait, nous ici, on essaye de se concentrer un peu sur tout le dessous des cartes, tout ce qui est en politique pas très net, ou très net au contraire. Hein. Donc tu parlais de l'argent, qui est caché parfois. Donc tu parlais de l'argent, c'est marrant parce qu'il y a des gens dans le chat qui demandaient tout à l'heure si on pouvait faire un point sur les finances. Donc tu viens d'éclairer là-dessus. Il y a notamment les travaux de Julia Cagé, si ça vous intéresse, qui a démontré, qui est économiste et qui a démontré comment, en fait, plus on met d'argent, plus on a de voix. En gros, pour vraiment dire les choses très grossièrement, à une exception près. La campagne de Benoît Hamon en 2016-2017, voilà. Elle a fait une enquête, en fait, historique. Elle a étudié sur 50 ans, je crois, 50 ou 60 ans, donc une très longue laps de temps. Et elle établit parfaitement la corrélation. Et elle établit aussi la dépendance qui crée de l'homme élu lorsqu'il est financé particulièrement, notamment par l'industrie du tabac, par exemple, ou par les banques, les multinationales. Elle prend évidemment l'exemple horrible des États-Unis, où lorsque la campagne coûte 8 milliards de dollars et qu'elle est financée intégralement par l'industrie, on ne peut pas s'attendre à ce que le candidat change les règles. Non. Et elle établit que, en fait, aucune loi ne passe aux États-Unis qui n'est pas approuvée par les 2% les plus riches. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a du coup des parlementaires, comme en plus ils votent tous les 2 ans aux États-Unis, les députés sont élus tous les 2 ans, ça veut dire qu'ils sont en permanence en recherche et en collecte de fonds, et donc ils sont finalement dans la main des lobbies. Et on le voit d'ailleurs sur le climat, c'est ce qui explique un certain nombre de blocages au Parlement. Dès qu'il y a une petite avancée possible sur le climat, qui allait bloquer, parce qu'effectivement, les grandes compagnies, comme en plus elles peuvent faire des chèques, nous on a aussi, peut-être tu pourras en dire un mot, on en parlera aussi avec Thierry Bourchin, un individu ne peut pas donner plus d'une certaine somme à une campagne pour ne pas peser. La réglementation française, internationalement, elle n'est pas trop mauvaise. Néanmoins, les études de Julia Cagé montrent qu'en France, le financement des partis politiques est le fait du dernier décile, et dans le dernier décile du 0,01%. Oui. C'est-à-dire que même lorsque c'est limité, en réalité, le financement est très concentré. Et l'exemple horrible est vraiment le financement de la campagne de Macron, où la moitié de la campagne est le fait de 400 donneurs, et ces 400 donneurs sont tous de Paris intramuros, et à Paris intramuros de 2 arrondissements. Donc on voit bien, c'est absolument incroyable. Il faut absolument lire les livres de Julia Cagé. Ils sont assez faciles à lire et très éclairants sur le fonctionnement de notre démocratie. Si quelqu'un peut juste copier la référence du livre dans le chat, c'est top. Également sur la presse. Et quand je pense
quand je pense la situation de la presse aujourd'hui, c'est un autre grand thème, et la catastrophe qui est en train de se produire dans l'indifférence générale. Et donc, comme on s'intéresse aussi au-dessous et qu'on est en pleine dans une campagne présidentielle, tu as commencé à l'évoquer, le cas des affaires Sarkozy. Oui. Tu as commencé à dire tout ça, mais ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'en fait, Nicolas Sarkozy, il a été condamné. On le sait, on connaît tout ça, tu l'as résumé à très grands traits. Et en même temps, il fait quelques minutes sur un JT, et c'est un peu comme si, je sais pas, tout était oublié, tout était pardonné, comme si on pouvait continuer à faire les mêmes choses ou à dire c'est pas grave. Et quelque part, c'est plus lui le candidat, mais les gens qui reprennent la relève, je sais pas, Valérie Pécresse a été porte-parole de son gouvernement. Bien sûr. Elle était ministre avant ça, elle était responsable de son parti avant ça. Toutes ces personnes qui sont autour continuent à faire, à vouloir dire nous on va laver plus blanc que blanc, alors qu'en fait ce sont les premiers à avoir truandé avec la loi. C'est dingue ça, non? Peut-être qu'on va revenir un tout petit peu sur effectivement les affaires en cours et les condamnations. Donc je viens de vous dire qu'il a été condamné pour financement illicite, ça c'est l'affaire Big Malion, où finalement ceux qui ont financé pour lui, c'est-à-dire par les abus du bien de Big Malion, ont été condamnés à des peines bien plus sévères parce que le maximum est plus élevé. L'autre affaire, très grave, n'est-ce pas, il est condamné pour corruption dans l'affaire qu'on appelle les écoutes, où avec son avocat, Maître Herzog, ils ont essayé d'influencer les juges de la Cour de cassation, moyennant la promesse d'un poste pour Asibert, leur correspondant à la Cour de cassation à Monaco. Et donc c'est un dossier où il est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont du ferme, mais c'est comme si cela n'existait pas. Et je pense que cela tient aussi à la concentration des médias presque uniquement entre les mains de ses amis. Donc les médias sont dans les mains des milliardaires et des marchands d'armes. Ils ont les intérêts concordants, ils protègent Nicolas Sarkozy. On voit la même chose pour Fillon, donc l'ancien Premier ministre, également condamné pour mauvais usage des fonds publics, un détournement des fonds publics. Sa femme, vous vous souvenez, a prétendu avoir été assistant parlementaire, mais apparemment, M. Fillon, quand il était député, ne travaillait pas beaucoup, car les assistants parlementaires sont très occupés, les miens en tout cas, tous ceux que je connaisse. Et donc je me dis que puisqu'il avait des assistants fictifs, c'est qu'il n'en avait pas besoin. Il devait simplement voter la ligne du parti d'une façon constante. En tout cas, on parle de plus d'1 million d'euros. Les deux sont condamnés, ils sont fait appel. On attend le jugement en cour d'appel. Et là aussi, je veux dire, lorsque cette affaire était en cours et que M. Fillon était candidat à la présidence de la République, il ne s'est même pas retiré de la campagne. Donc on voit bien le peu de respect qu'ils ont pour la justice, et surtout lorsqu'on écoute les vocabulaires qu'ils utilisent, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Fillon, chaque fois, il sort les éléments de langage qu'on leur a préparés. Vous savez, c'est le deuxième tiroir à droite, là où il y a les éléments de langage, condamnation. On dit, la justice est politique, c'est un complot, et c'est mes ennemis qui ont influencé les juges, et voilà. Et pour moi, ce qui est très choquant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réaction dans l'opinion et qu'il continue à être reçu dans les journaux télévisés, de parler en majesté, et on ne leur rappelle jamais que le tribunal judiciaire de Paris les a condamnés pour corruption, par exemple.
On devrait proposer un débat Sarkozy-Joly. Ah, ça Et aurait on de la est peut-être gueule. même disposé à le faire ici, s'il faut. Là, il ferait sans doute peut-être un peu moins le malin. Oui. Il y a un autre dossier extrêmement important en cours, c'est le financement libyen de sa campagne de 2007, où il y a énormément d'indications de ce financement et où nous avons assisté récemment à une manipulation, une tentative de manipulation de la justice assez hallucinante, où des amis de Nicolas Sarkozy, mais aussi d'Emmanuel Macron, se sont déplacés en Libye où il se trouve, au Liban où il se trouve, pour le convaincre de modifier son témoignage qui est à charge, Takedine, contre Nicolas Sarkozy. Ils ont été pris un peu sur les faits, mais là aussi, alors que c'est absolument énorme, et on se souvient de l'usage que Nicolas Sarkozy a fait de ce revirement. Il est allé faire un asclandre TF1, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne, c'était TF1, pour dire qu'enfin la vérité allait éclater et lui allait être, on allait lui restituer son honneur. Oui, c'était pas chez Élise Lucet, ça c'est sûr. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Je vois que la proposition d'un débat Sarkozy-Joly rencontre ouais. des amateurs. Un débat ici. Je sais pas si je sais pas s'il sera totalement partant pour se lancer, mais. Pourtant, on est des présentateurs et présentatrices Absolument. impartiaux. Mais nous, au moins, avec on une assume. petite préférence quand même. Mais... Nous, on assume, en tout cas, de parler depuis là où on est. Est-ce que... bon, nous, on n'a pas trop envie de mettre la poussière sous le tapis, donc c'est bien qu'avec toi, on arrive à revenir là-dessus. Surtout pendant cette campagne où, en fait, tout ça compte. Tu l'as dit, il y a quand même des liens qui sont très forts entre des patrons de la presse, entre... Donc, qui sont... pas des faiseurs d'opinion directement, mais qui ont des leviers pour agir dessus, entre des personnes qui étaient au pouvoir et d'autres qui le sont aujourd'hui. Tout ça, si on veut avoir un vote éclairé, il faut aussi l'avoir en tête. Et c'est vrai qu'on a l'impression que... Combien ça vaut en points le soutien de Bolloré à Zemmour? Oui, il y avait d'ailleurs une audition au Sénat, je crois, il y a quelques jours maintenant, qui a démontré assez clairement les choses. Mais oui, il y a une évidence aujourd'hui d'une ligne éditoriale. On a vu la différence entre iTélé, devenu CNews, racheté par Bolloré. Les invités, je crois qu'il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement qui montrent que l'extrême droite, elle explose les compteurs en termes de temps d'antenne, de nombre d'invités, et puis d'invités cachés. Parce que des fois, vous avez des éditorialistes qui viennent juste dire Zemmour est beau, Zemmour est fort, Zemmour est intelligent, il a tout compris, etc. Avec aucune contradiction en face et avec un parti pris éditorial. Et c'est ce qui est très drôle, juste j'ajoute quelque chose dans ce que tu dis, parce que tu parles de Bolloré, etc. La force qu'ils ont, c'est qu'ils expliquent que c'est nous qui sommes là, finalement, la pensée unique, la bien-pensance, etc. Que à chaque fois, ils disent oui, les médias détenus par la gauche et les écologistes, comme si c'est nous qui fixions aujourd'hui l'opinion dans ces grands médias. Donc on voit bien qu'ils essayent de retourner les choses. Et la campagne qu'on fait, c'est aussi de remettre les sujets écolos, les sujets du quotidien et de l'avenir au cœur de la campagne. Ouais. Et on va continuer à faire ça. Je vois qu'on fait signe qu'il faut qu'on enchaîne un peu. Eva, c'était un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand à tu veux. nouveau, ouais, vraiment quand tu veux. Merci à vous et bravo pour cette campagne et bon courage. Merci. Je pense qu'on a à peine effleuré le début du sujet et qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels tu es très active ici ou ailleurs. Et donc, quand tu veux, tu vois, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment contents que tu continues à être avec nous et ici ce soir. Merci mille fois. Merci beaucoup, Eva. Merci. Eva Joly. Eva Joly. Sarkozy. Maintenant qu'on a parlé des choses sérieuses, on va continuer à parler de choses sérieuses, mais de façon pas très sérieuse. Et là, c'est mon moment préféré. Benjamin est sur le grill. Il va pour la première fois de sa vie présenter la météo. Mais attention, pas n'importe quelle météo, la météo du climat. Et il a décidé de se fondre littéralement dans le décor en étant... vous allez voir. Jingle météo ? Alors, pas de jingle météo, on va juste enchaîner sur la météo. Benjamin, t'es prêt ? Je suis prêt. T'as pas trop la pression ? J'ai
Pas trop la pression. Oui, désolé, j'avais une veste verte, du coup je me fonds dans le décor. Je suis la carte météo. C'est un rêve de gosse qui se réalise pour moi aujourd'hui. Depuis tout petit, je rêve de présenter la météo. J'en rêve, je regardais la météo, je dessinais des fausses cartes chez moi et j'inventais des météos complètement imaginaires. Il faisait toujours beau dans le nord, il faisait toujours beau en Picardie, c'était génial. Vous voyez, là, t'as inventé vraiment littéralement le voilà. truc. Et donc, non, on lance, plus sérieusement, on lance. Alors, on va en rire et puis parfois on va moins en rire comme un peu aujourd'hui. On lance la météo du climat, c'est une nouvelle rubrique qu'on voulait lancer avec Sandra pour faire un point sur les changements climatiques à l'œuvre. Parce que vous voyez, il ne se passe pas une journée dans les médias sans qu'on parle d'un événement climatique qui montre qu'en fait le réchauffement climatique est à l'œuvre et que plutôt que de se préoccuper d'un prétendu grand remplacement, nos médias, notre débat public devrait se concentrer autour du grand réchauffement, comme l'a dit Yannick encore samedi à Lyon. Alors, on commence cette semaine et Sandra va évidemment m'accompagner et m'aider dans cette tâche. C'est d'ailleurs Sandra qui la présentera la fois prochaine, ce qui évitera à tout le monde de se marrer. Et puis surtout, j'aurai plus la veste verte. D'abord, les forêts, Sandra, les forêts qui sont menacées de disparition, les forêts en France. Oui, les forêts, pardon. En fait, j'arrête de me marrer et voilà. Et donc, la forêt française dépérit, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus silencieuse, de moins en moins vivante. C'est très très dur de rester sérieuse quand on a le retour image de toi, Benjamin, dans cette carte. Donc voilà, elle est de plus en plus abîmée par le réchauffement climatique. C'est une réalité que vous voyez tout le temps. Et là, aujourd'hui, en plus, comme elle est devenue un espèce d'objet marchand, eh bien, au lieu de replanter de façon très diverse avec des essences de tout type, on a une espèce de monolithe, de plantage d'un seul type d'arbre qui ne permet pas à la biodiversité de vivre et donc pas à la forêt de se régénérer. Et il y a cette semaine dans Libération une tribune sur il faut aujourd'hui aider la forêt à pouvoir s'adapter. Donc on voulait faire un focus dessus parce que c'est une réalité qui touche la France, mais qui touche aussi le reste de l'Europe. Et là, Benjamin va essayer de nous montrer où sont les forêts en France et en Europe. Il y a des forêts, vous en connaissez, hein, voilà, il y a des forêts là. On monte un peu plus au nord, là, Danemark. Toute la Scandinavie a été touchée par la tempête Malik. On a eu des morts, on a eu des dévastations énormes. Peut-être Sandra, tu peux nous en parler, mais là aussi, on est concrètement sur une conséquence du dérèglement climatique. Oui, alors les tempêtes ont tendance à s'augmenter. Tu as réussi à montrer où elle était? Oui, j'ai réussi à montrer. Okay. Je connais ma géographie, tu me remarques. Le Danemark est là. C'est bien. Donc oui, alors je ris, mais c'est pas drôle du tout. Du fait du réchauffement climatique, c'est pas seulement des tempêtes qui se multiplient. Enfin, c'est pas juste qu'il y a plus de tempêtes, c'est qu'elles sont plus fortes, c'est qu'on a des ouragans dans des zones où il n'y en avait pas, etc., etc. Et là, ce sont très concrètement, aujourd'hui, en France, en Europe, des gens qui ont des dommages corporels, qui perdent leur domicile. On l'a vu il n'y a pas longtemps encore, il y a un an de ça, dans la vallée de la Roya. Et en Scandinavie, au Danemark, c'est une personne qui est emportée par le vent décède. C'est ça la réalité aujourd'hui, sans vouloir faire du dramatisme du réchauffement climatique. Ce sont des choses très concrètes et chaque semaine, on va essayer de vous faire un petit peu la carte de tout ce qui ne va pas et donc pourquoi est-ce qu'il est urgent, très urgent, encore plus urgent d'agir. Et alors, pas de médaille d'or. Là, il va falloir qu'on dézoome. On va repartir sur le monde. Pas de médaille d'or à venir pour les Jeux Olympiques qui ont lieu à Pékin. Oui, mais comme ça, on me voit bien, à Pékin. Pas de médaille d'or pour les Jeux Olympiques parce que là, Sandra, eh bien, ces Jeux Olympiques d'hiver tu vas y arriver, sont menacés, là aussi, par le dérèglement climatique. Oui, alors, un rapport conclu, et c'est l'AFP qui nous en parle, sur le fait que les Jeux Olympiques d'hiver sont globalement remis en question par le réchauffement climatique, mais vous le voyez vous-même chaque année aux infos ou si vous avez les moyens ou si vous habitez pas trop loin directement dans la montagne, c'est que eh bien, le réchauffement est une action directe. Alors en été, c'est des morceaux de montagne qui s'écroulent
très concrètement chez nous dans les Alpes, par exemple, avec des accidents à tous les niveaux, mais c'est aussi de moins en moins de neige parce que réchauffement climatique faisant, eh bien, aujourd'hui, ce sont des canons à neige qui les remplacent. Alors c'est là où c'est complètement fou, n'est-ce pas Benjamin? C'est que les canons à neige, eux, ils ont aussi un impact sur le réchauffement et que donc c'est un cercle vicieux dans lequel moins il y a de neige, plus on produit, plus on fait, plus on développe un système économique qui conduit à en avoir moins. Vous comprenez pourquoi les écolos, on dit souvent qu'on est tout bêtement pragmatique. Si ça ne va pas, il faut changer. C'est juste ce qu'on dit. Et tant qu'on est, petite parenthèse dans le thème du sport, par ailleurs, faire une Coupe du Monde avec des stades climatisés et donc là aussi ne pas s'adapter au climat et pire, augmenter l'impact sur le réchauffement climatique, on voit bien qu'on marche un peu sur la tête. Ensuite, on va complètement de l'autre côté, Pérou. Au Pérou. Alors le Pérou, le Pérou, là, je vais y arriver, voilà, le Pérou, là, marée noire, oui, j'ai une cape d'invisibilité, Harry Potter, petit joueur. Le Pérou, c'est moins drôle, mais le Pérou, marée noire, là aussi, les effets dévastateurs de ceux qui, en fait, abîment le climat, abîment la nature, abîment le vivant. Sandra, peut-être que tu peux nous parler de cette marée noire au Pérou. En fait, je peux vous mettre des images que le monde, si on peut basculer sur mon ordinateur. Ou pas. Voilà, donc c'est très simplement, merci beaucoup Pilou, donc c'est très simplement des images qu'on connaît malheureusement beaucoup trop bien de ce que c'est une marée noire, de ce que ça représente. Ce sont des pertes à long terme et une population qui est durement touchée. On a vécu ça en France il y a malheureusement quelques années. On sait que ça se reproduit à divers moments. Là, c'est pas le réchauffement climatique, c'est simplement l'activité humaine, le fait que certains exploitants choisissent de sous-traiter les personnels, de ne pas renforcer la sécurité, de prendre des risques pour toujours un peu plus de profit. C'est complètement galvaudé d'expliquer ça. Malheureusement, c'est tout bêtement ça. Et retour à Benjamin. Je vais finir cette rubrique météo par une bonne nouvelle quand même, parce qu'il faut qu'on mette un peu d'espoir et d'optimisme. Oui. Si ici, là, vous voyez, la France, si ici, le 10 et 24 avril, on vote Yannick Jadot, on pourra agir pour sauver tout ça, la planète, cette belle planète qu'on a reçue en héritage et qu'on veut transmettre aux générations futures pour demain. Voilà, donc votez pour les écologistes. Il y a eu il n'y a pas longtemps la COP26 sur les questions climatiques. On a vu que quand il n'y a pas d'écologistes autour de la table, il n'y a pas d'écologie. Donc c'est simple, 10 et 24 avril, Yannick Jadot. Et moi je retourne à ma cape d'invisibilité et je rejoins Sandra. Et pendant que tu faisais tout ça, moi je suis obligée, désolée maman, de te outer, mais je me fais engueuler par ma mère parce qu'on ne parle pas assez de réchauffement climatique. Je te promets maman, on va en reparler beaucoup plus. On en parle beaucoup de réchauffement climatique. Ouais, mais... Rassure ta maman, nous on en parle, en tout cas c'est le sens de notre engagement, c'est le sens de notre engagement dans cette campagne et c'est effectivement le sujet majeur dont il faut parler en 2022, c'est à ça qu'on s'engage aussi et grâce à nous, grâce à la belle campagne que vous faites partout sur le terrain, on va parler du climat, on va parler de la lutte contre le réchauffement climatique et on va montrer surtout qu'il y a un autre chemin qui est possible. Non, pardon, j'ai très mal traduit sur SMS. C'est de tout le dérèglement climatique parce qu'il y a des endroits, il y a des moments où il fait beaucoup plus chaud, des endroits où il fait beaucoup plus froid. Voilà, je me suis rattrapée. J'espère que ça se passera bien au prochain retour à la maison. Et on remercie ta maman de nous regarder. C'est vrai, merci. Et de participer, c'est important. D'ailleurs, je n'ai plus l'œil à force de te regarder. Sans oublier la protection de la biodiversité, évidemment. Je vois parce qu'il y a un message, évidemment. Et d'ailleurs, dans cette carte climatique, on vous parlera là aussi, et cette fois avec des vestes normales, en tout cas pas de couleur verte, on vous parlera aussi, évidemment, de la question de la biodiversité, des menaces qui pèsent sur elle, mais aussi parfois d'initiatives qui tendent à montrer qu'on peut avoir de l'espoir, on peut lutter contre l'extinction de la biodiversité. Et j'avais plus l'œil sur le chat, donc je rattrape rapidement. Mais il y a quelqu'un qui troll en disant Jadot c'est Superman, il va sauver le monde. Ben oui, en fait. On est désolé, mais oui, c'est un peu ça l'idée. Parce que oui, en transformant notre système de production ici, en transformant ça au niveau
européen, on lance une dynamique qui permet, dans une échelle à moyen terme, d'avoir des conséquences directes sur nos modes de vie, sur nos modes de production et sur le climat. Donc oui, si tu veux, Fox Anne, considérer que Jadot c'est Superman, tu as tout à fait raison. Si on se met à voter pour lui et si effectivement il y a un président écolo, eh bien oui, Superman peut changer le monde. Après, je rappelle que là, il a une chance en plus, Superman, c'est que nous, on n'est pas sur le culte du présidentialisme. Superman, il a surtout une super équipe autour de lui, évidemment. Vous en avez régulièrement sur cette chaîne, venue de plein de galaxies différentes, de partis différents, de mouvements différents, d'histoires différentes, de régions différentes. Et c'est cette super galaxie, cette super équipe de l'écologie qui, quand elle gagnera, vous verrez, transformera bien des choses pour le meilleur. Alors, je ne sais pas si c'est de ta famille, mais tu te fais engueuler sur le chat parce qu'on t'entend mal quand tu tournes la tête sur la droite. J'ai vu, et du coup, j'arrête de tourner la tête, je me concentre. Bon, nous, en fait, on a un programme et là, on est un peu en train de dépasser. On va peut-être passer à ce qui est le gros sujet de la semaine, le tournant dans la campagne, ce qui a déclenché des torrents de commentaires sur Twitter, et c'est la cravate. La cravate de Yannick Jadot. C'était hier soir sur TF1. Alors là, ça a fait... on a reçu des textos, beaucoup. Moi, j'en ai reçu de ma mamie, notamment. Et vous avez été nombreux et nombreux à le trouver très bien avec cette cravate, Yannick. Moi, je ne fais pas partie des gens qui trouvent que la cravate, c'est forcément obligatoire. Mais je dois avouer que ça va bien à certaines personnes. Julien Bayou, par exemple, quand il avait fait campagne, avait fait le choix de porter une cravate. Ça lui allait très bien. Je trouve que celle de Yannick Jadot, assez large, portée un peu détachée, pour respecter un peu le look écolo, était très bien aussi. Et par contre, Benjamin, je ne suis pas sûre que tu sois un homme. Est-ce que tu aimes celle-ci, ma chère Sandra? Voilà. Ah oui, mais il y a ton micro devant, il faut que tu te décales un petit peu. Elle est jolie, voilà. C'est un peu un attentat pour mes yeux qui vont bientôt se mettre assez bien. Et alors celle-ci, pour présenter la météo, c'est pratique parce qu'en plus, on pourra voir un certain nombre de zones du globe à travers, entre les bandes roses sur les bandes vertes. Donc vraiment, je pense qu'elle va faire grand succès pour présenter la météo la semaine prochaine. Bon, plus sérieusement, en fait, on ne voulait pas parler de cravate uniquement, mais du fait que l'habit, est-ce que ça fait le politique ou pas? Ou la politique ou pas? Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Est-ce que pour faire de la politique, on est obligé de rentrer dans le costume? Alors, pas tout à fait celui de Benjamin, mais un truc, normé. Mais est-ce que ça ne fait pas juste la guerre des clones? Parce qu'en fait, à force de vouloir une image un peu aseptisée où tout le monde est pareil, les mecs, vous finissez tous avec des chemises blanches, des vestes bleues et des cravates. Et c'est un peu... c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif de la diversité des Tout le monde ne peut pas avoir les lunettes d'Eva Joly. C'est vrai, tout le monde ne peut pas. D'ailleurs, Eva, vu que tu es toujours là, si tu veux intervenir sur la question, tu viens quand tu veux. Donc voilà, mais ça vient aussi d'un truc un peu logique, qui est que quand on est éduqué à imaginer qu'un président de la République, déjà c'est un président de la République, et ça a une certaine représentation. Grosso merdo, un truc entre De Gaulle et Chirac. Un homme grand, d'un certain âge, mais pas trop vieux, et qui porte un costume ou un uniforme, mais plutôt un costume. Et du coup, toutes nos représentations des personnalités politiques, elles découlent de ça. C'est-à-dire que le maire, il doit être habillé comme ça, le ministre, il doit être habillé comme ça. Ça a aussi une conséquence sur les femmes, qui doit avoir un costume. Et d'ailleurs, je pense que tu te souviens, alors on va aller loin dans le temps, de Michel Alliot-Marie en 1972. Oui. Et... Ou pas? Oui, si. En 1972, j'avais moins 18 ans. Elle était interviewée. Elle était interviewée, me semble-t-il, dans un JT, et on lui a commenté sa tenue, et elle a répondu non, parce que j'avais vu une interview comme ça. Alors ça existe aussi, mais il y a un événement qui est beaucoup plus factuel. En 72, Michel Alliot-Marie arrive à l'Assemblée en pantalon. Oui, tout à fait. Pas un truc dégueulasse, juste en pantalon, et en fait on lui refuse l'entrée, parce qu'il y a un code. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'était le tailleur avec jupe pour les femmes, et le costume avec cravate pour les hommes. Et du coup, elle se démonte pas et elle dit, alors attends, je vais essayer de retrouver la phrase exacte. Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève dans les plus brefs délais. Vous imaginez bien que
l'huissier en face a préféré la laisser rentrer avec son pantalon plutôt que sans rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'est une sénatrice écolo, Corinne Bouchoux, qui a vécu la même chose au Sénat cette fois-ci. Donc vous voyez qu'entre 72 et 2000, je sais pas, ça doit être 2015, même pas, 2013, ça n'a pas beaucoup évolué, c'est un peu flippant quand même. Ouais, et moi j'ai fait comme toi, on a fait beaucoup de campagnes électorales, parfois pour des candidates, parfois pour des candidats. Moi j'ai constaté, bon, à part si vous vous habillez comme moi ce soir, où là on va en parler, mais sinon moi jamais personne m'a dit ta chemise est de travers, ça te boudine, t'as pas l'air bien, ta veste franchement elle fait vieillotte. Par contre j'ai toujours vu quand j'ai fait la campagne de candidate, que ce soit au niveau local ou national, que vous aviez toujours pléthore de types qui étaient très mal habillés, qui étaient là pour commenter, pour dire tu devrais t'habiller plus ceci, moins sexy, plus cela, mettre en valeur ceci, cela, telle couleur, telle autre, etc. Avec des experts de la mode qui, par ailleurs, avaient honnêtement, quand on les regardait, pas beaucoup d'expertise à donner. C'est comme si moi, là, je donnais des conseils de mode ce soir. Ce serait un petit peu décalé sans doute. Et ça, c'est à travers un sujet un peu rigolo qu'on aborde là, c'est aussi un des vrais travers de notre, d'abord du sexisme qui existe dans la politique, hein, puisqu'on voit quand même, on commande beaucoup moins les vêtements d'un homme que ceux d'une femme. Et même, là, je vais dire encore plus avec cette histoire de la cravate de Yannick, tu parlais du système, c'est aussi un syndrome de la Ve République. C'est-à-dire qu'on a tellement une image de l'homme providentiel qui tout seul pourrait résoudre tellement tous les problèmes qu'on a mis une espèce de portrait robot type du président de la République, qui doivent tous se ressembler effectivement. Souvenez-vous, il y avait une image moi, qui m'avait beaucoup marqué puisqu'on parlait tout à l'heure de 2012 avec Eva. C'est le 8 mai, 2 jours après l'élection de François Hollande, il était avec Sarkozy sur les Champs-Élysées et c'était drôle parce que de dos, et même de face, un peu de loin, en étant un peu flou, en fait, on n'arrivait pas du tout à distinguer lequel était lequel. Ils se ressemblaient parfaitement. Ils avaient habillés de la même façon, à peu près de la même taille, etc. Et donc, on voit là aussi que, et ça ne veut pas dire après chacun s'habille comme il veut. Il y a des gens, moi, je mets plutôt des cravates. Alors, je vous rassure, pas des comme ça. Voilà, mais ça montre aussi quand même l'enfermement dans un certain nombre de codes. Et moi, je trouve que là aussi, les maires écolos, ils ont apporté un vent de fraîcheur aussi dans la vie politique, hommes, femmes, etc. Parce qu'en fait, ce sont des citoyennes et des citoyens qui s'habillent comme des citoyennes et des citoyens, qui n'essayent pas de jouer un rôle. Et moi, je crois que dans la politique, comme dans le reste, peut-être c'est en étant soi-même et en représentant les gens tels que l'on est, qu'on les représente le mieux plutôt que d'essayer de jouer un rôle. C'est vrai sur la façon dont on s'habille, c'est vrai sur la façon dont on parle, même si moi, je sais que je dois parler moins vite. Et c'est vrai aussi sur la façon dont on parle avec les uns et les autres, avec les gens. Et ça, c'est vrai qu'à travers cette question-là qu'on voulait poser ce soir, c'est une des questions aussi sur la façon dont on conçoit notre démocratie qui est posée. Après, vous avez le droit de trouver Yannick très bien avec une cravate quand même. En tout cas, nous, on l'a trouvé très bien avec sa cravate. Ouais, ça lui allait bien. On a eu un raid avec un groupe de 2 personnes, donc voilà. Je sais pas qui a tenté ça, mais... On demande si on est plutôt slip ou caleçon. C'est mignon. Et ben pour trouver... Alors, il y a des gens dans le chat qui rappellent Cécile Duflot, qui, elle a fait un carton plein. C'est-à-dire que premier conseil des ministres, elle arrive habillée normal. Donc, elle arrive avec un jean, une veste, un truc assez classe, mais un jean. Donc là, hop... C'est gros carton, tout le monde la critique pour son habit, exactement ce que tu disais. Du coup, à l'Assemblée, elle dit bon, ben ok, je vais mettre un truc un peu plus classe, une jolie robe à fleurs, un truc un petit peu sympa, qui coûtait pas très cher d'ailleurs. Hein. Et là, rebelote, mais parce que la robe, ça convient pas à l'Assemblée nationale, avec au passage évidemment quelques petites réflexions sexistes du genre déboutonne le haut, ce sera plus sympa, etc., etc. Donc oui, tu as raison. Mais je peux te trouver un contre-exemple. Vas-y. C'est Jack Lang dans les années 80. Le col Mao. Tout à fait. Le col Mao de Jack Lang. Et pourquoi, justement, il n'allait pas? Tu te souviens ou pas? Parce qu'il n'avait pas de cravate, il ne pouvait pas mettre de cravate, et que la cravate était obligatoire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. Mais jusqu'à 2017, la cravate était obligatoire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quelles que soient d'ailleurs ses qualités, on a quelques images parfois de cravates de très mauvais goût qui, comme celle-ci, ont pu être utilisées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Bon, dans le même temps, il y a des gens qui étaient, je crois qu'il en a parlé tout à l'heure, qui étaient très connus pour leur côté très très classe, toujours très bien habillés. Ça passe bien pour un Premier ministre, surtout de droite. Les costumes, tu veux dire? Voilà. Ouais. Et puis un jour, déjà tu vois de qui je veux parler? Nous, on achète nos costumes nous-mêmes, hein, je précise. Cette veste ne m'a été offerte par aucun homme d'affaires influent qui veut peser sur le cours de la campagne de Yannick Jadot. Je veux rassurer tout le monde. Elle m'a été offerte par ma mamie, que je remercie, qui ne cherche pas à influencer le cours de cette élection, à part évidemment en votant Yannick Jadot. Mais donc, je parlais de François Fillon, et tu te souviens de combien ça coûtait quand les Français ont appris le prix réel de ce chic à la française? C'était
Oh, j'ai oublié le prix. Tellement c'était gros, j'ai oublié. Moi. 48 000 € 48 pour 000 ces €. superbes costumes, sans compter les accessoires qui allaient avec. Et ça, il se l'était fait offrir. Et Moi, j'aurais donc, beaucoup trop peur de le craquer. À 48 000 €, j'oserais pas sortir avec. Non, Hein. mais je crois Surtout qu'il y pour en une a- campagne présidentielle. C'est Je quand crois même- qu'il y en avait plusieurs. Donc de fait, ouais, on prend ça un petit peu par le bout de la lorgnette. Yannick a mis une cravate, mais c'est pas un si petit sujet. Nous, ça nous fait rire comme ça, etc. Mais pour beaucoup de gens, c'est une façon de montrer qu'on a du respect par rapport aux gens qui nous regardent. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on joue un peu avec les habits, mais globalement, on essaye de se présenter correctement, même quand on porte un jean. Par exemple, les écolos au Parlement européen sont assez connus pour pas être très friands du costume cravate. C'est pas le seul groupe, hein, il y en a d'autres, ça se situe plutôt à gauche, mais pas tout le monde. Et en fait, ça dit aussi, je respecte les gens en face, et en même temps, je me respecte moi parce que je m'habille différemment. Mais Et comme toujours vous avec le voyez, sincérité, c'est ça qui se voit aussi chez un certain nombre d'élus, c'est que le respect, c'est aussi effectivement se montrer tel que l'on est, et c'est ce que font les élus écologistes dont tu parlais. Et du coup, voilà, cravate ou pas cravate, c'est pas trop le sujet, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette normalisation ou pas de l'image des politiques à travers les vêtements? C'est une question qu'on vous pose. Bon, il y a des gens qui trouvent ça vraiment pas terrible, mais c'est les mêmes qui appelaient à voter Jean-Luc Mélenchon depuis tout à l'heure. Donc, je sais pas si... Voilà. Mais on les salue quand même, et évidemment, ouais. cette émission est ouverte à toutes et à tous. Nous sommes, et l'écologie, la maison de l'écologie, elle est ouverte et bienveillante. Alors, il y en a qui disent que, n'empêche, la robe de Cécile a été exposée au musée des Arts Déco, et tout à fait, je crois que c'est le musée de l'habillement, c'est Art Déco, je sais plus, j'en doute. En tout cas, elle a été exposée pour toute l'histoire qu'il y a autour. C'est dommage qu'on en soit toujours là. Ouais, c'est assez dommage en fait qu'on soit dans une société normée à ce point-là, mais on fait avec et on joue avec les codes. Et l'idée, c'est un peu de voir jusqu'où est-ce qu'on peut jouer. On y joue en politique, mais on y joue aussi globalement. Il y avait quelqu'un qui disait, c'est pareil, au boulot, c'est costume, cravate ou tailleur obligatoire. Oui, on est dans une société où s'habiller, c'est pas un truc anodin. C'est quelque chose qui dit quelque chose, qui raconte une histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle beaucoup de cette cravate de Yannick qui dit, en tout cas qui semble dire pour les gens qui la voient, oui, je suis prêt à assumer, oui, je suis prêt à prendre le costume, oui, je suis prêt à jouer le jeu qu'il faut pour arriver à faire en sorte que l'écologie soit ce qui permette de vivre un peu mieux en France bientôt. Et avec ou sans cravate, ça reste un écologiste qui a présenté samedi un projet écologiste et qui mènera une politique écologiste. Parce que les cravates des uns et des autres ne les ont pas empêchés de retourner leur veste jusque-là. Et donc là, nous aurons, en tout cas avec Yannick, un candidat qui ne retournera pas sa veste, même si parfois il n'aura pas la cravate. Oh, c'est mignon. Tu l'avais travaillé, Même pas, elle est venue comme ça, c'est la fulgurance de ce soir. Ah, il y a Guillaume qui dit ça parle peu jupe pour les hommes. Et ouais, alors ça, on est carrément quasi dans le tabou, à part en Écosse où le kilt est toujours un vêtement complètement normal. Si quelqu'un veut m'offrir un kilt, je m'engage à le porter lors de cette émission avant la fin de la campagne. Bon, plus sérieusement, il y a quelques ouvrages sur la question de l'habit fait-il politique, pas des masses. Il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on fait les habits, combien ça demande en termes d'investissement des personnes. Vous avez, on a toutes et tous en tête l'effondrement du Rana Plaza, si je le dis bien, qui servait à faire des habits bon marché pour l'Europe, pendant que des gens trimaient quasi comme des esclaves dedans. C'est ça aussi le marché du vêtement, et c'est de ça aussi que ça parle quand on choisit des façons de s'habiller. Et je termine sur un truc. Oui, c'est un sujet très très politique parce que c'est un sujet évidemment pour l'environnement, hein, la façon dont on réutilise les vêtements, la façon dont aussi on les partage une fois qu'ils ont été utilisés mais qui sont plus forcément à la bonne taille. Je pense aux vêtements des enfants. Il y a beaucoup d'associations. On vous encourage d'ailleurs à faire des dons. Il y a beaucoup d'associations qui récoltent des vêtements. C'est aussi une question très sociale, l'habillement, parce que c'est, tu l'as dit, un marqueur dans la société et qu'on pense à tous les gamins pour qui il y a une angoisse supplémentaire en plus le matin avant d'aller à l'école. C'est la façon dont ils vont être habillés, c'est les vêtements que peuvent leur offrir leurs parents. Et donc, à travers notamment le revenu citoyen qu'on propose pour éradiquer la grande pauvreté, on veut permettre
dans notre projet tout simplement à des gamins d'être heureux quand ils vont le matin à l'école. Et on sait bien que la question de l'habillement, comme la question de l'alimentation qu'on évoquait tout à l'heure, elles sont des questions très très politiques. On l'a pris là par un angle un peu humoristique, voyez, mais ce sont tous les sujets aujourd'hui qu'on aborde en fait ont un lien avec la façon dont on peut aussi changer les choses concrètement pour celles et ceux qui en ont besoin dans notre pays. Oui, il y en a qui font référence à l'association La Cravate Solidaire, qui est effectivement une très belle asso qui essaye d'aider les gens qui sont éloignés de l'emploi à revenir vers l'emploi en ayant justement l'habit qu'on attend d'eux, le relooking qui va avec, etc. etc. Et nous, on va peut-être en arrêter là, à moins que tu veuilles y ajouter un mot. Et non, nous on vous souhaite une bonne soirée. L'habit ne fait pas le moine, c'est connu. Je viens de lire. Nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Meilleurs vœux, parce que c'était le dernier jour pour se souhaiter la bonne année. Donc, s'il y en a parmi vous à qui on ne l'a pas souhaité, on vous souhaite une merveilleuse année 2022. Pour la victoire de l'écologie. Demain, Sandrine Rousseau. Non, demain, rendez-vous à Lille. Demain, rendez-vous. Ah, pardon. Demain. Ah, bah oui, puisque Sandrine sera à Lille. Et oui, c'est vrai, on sera ensemble à Lille. Et oui, moi, alors là, je m'y perds dans l'agenda. Mais demain, effectivement, à Lille, avec Yannick Jadot, avec Sandrine Rousseau, avec Karim Adeli. République, 18h30. Un beau meeting en plein air pour se retrouver dans Schnorr avec Yannick. Et ce sera super. Et après-demain, on retrouve Yannick Jadot sur la chaîne Twitch à 18h30. C'est le bon horaire ? Et là, ce 18h30. sera encore super. Donc ça y est, c'est la première de Yannick sur la chaîne Twitch. C'est la première de Yannick sur la chaîne Twitch. Ne ratez pas ça. Vous l'avez demandé, il arrive. Et jeudi, Cédric Villani avec Fond Vert. Pardon ? Avec Fond Vert, 18h30 aussi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h, ici. Et d'ici là, si vous voulez nous faire remonter les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.